Chers amis, bonjour. Je pense que tout se passe bien dans votre confinement. Nous avons la foi que tout va aller bien d'ici là. Notre Seigneur va nous restaurer. Nous allons aborder notre deuxième leçon. La fois passée, nous avons vu 4 grandeurs. Nous avons vu la quantité des mouvements. C'est un mouvement de translation. Nous avons dit que c'est la masse multiplié par la vitesse. Nous avons vu l'impulsion, c'est la force multipliée par la variation des temps. Ce sont les 2 grandeurs en mouvement de translation. Je pense que vous vous rappelez. Ces grandeurs, quand nous allons en rotation, nous avons la grandeur équivalente de la quantité de mouvement. Nous avons vu, c'est les mouvements cinétiques. Nous remplaçons la masse par le mouvement d'inertie, nous remplaçons la vitesse par la vitesse angulaire. Et ici, la grandeur équivalente, c'est l'impulsion angulaire qui est donnée par C delta T. 4 grandeurs importantes que nous avons vues la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir les applications. Les applications de ces grandeurs. Parce que c'est facile de pouvoir exploiter ces notions pour résoudre certains problèmes que nous avons vus, que nous avons résolus avec la dynamique et la cinématique. Nous allons maintenant voir les applications de ces 4 grandeurs. C'est ça notre leçon suivante. Donc, application. Les points qui vont suivre, j'ai déjà envoyé les résumés. Les applications. Les applications de ces 4 grandeurs. La première application, nous allons voir le freinage d'un corps, freinage d'un corps, freinage d'un mobile, d'un point matériel, d'un corps, par une force constante. Par une force constante. Je rappelle toujours que pour modifier l'état des repos ou des mouvements d'un corps en mouvement de translation, nous devons appliquer une force. Et ici, nous voulons arrêter les corps, nous devons appliquer la force de freinage. Alors, je pars d'un corps, un point matériel qui est là, en mouvement. Donc, la vitesse initiale, ce corps-là a une masse. Et pour l'arrêter, nous avons d'abord le sens positif. Pour l'arrêter, nous devons exercer une force de freinage, que j'appelle FF. Pour arrêter ces corps. Donc pour ceux qui savent conduire, quand vous voulez accélérer, vous devez appuyer sur la pédale d'accélérateur, mais quand vous devez freiner, vous devez maintenant appuyer sur les freins. Donc nous avons la force de freinage. Nous voulons appliquer la notion de quantité de mouvement impulsion pour calculer soit la force, soit la masse, soit le temps. Alors, quand vous appliquez cette force ici, les corps finissent par s'arrêter. Donc nous avons l'état final, la vitesse est égale à 0. Donc nous avons le même corps avec sa masse. Maintenant, la vitesse est égale à 0. Nous voulons appliquer, nous avons vu avec vous que l'impulsion reçue est égale à la variation de la quantité des mouvements. Nous avons écrit ceci. Donc F delta T, ça c'est l'impulsion reçue, est égale à M delta V. Variation de la quantité des mouvements. C'est ce que nous voulons appliquer à ces corps ici. Ici, la force F, qui est la force résultante ici, sera donnée par moins FF, parce que le sens positif, c'est vers la droite. La force étant opposée, ça sera moins FF. C'est ça la force qui agit sur ces corps-là. Alors, je vais remplacer dans cette formule ici, je vais avoir moins FF multiplié par delta T. Ça, c'est le membre de gauche, égal. À droite, nous avons la masse,
Variation de vitesse. La vitesse finale est égale à 0 parce que l'école finit par s'arrêter. La vitesse initiale égale V0. Donc j'aurai V moins V0. 0 qui est la vitesse finale moins V0 qui est la vitesse initiale. Et lorsque je vais décomposer, je vais avoir moins FF multiplié par delta T, c'est le temps final moins le temps initial. On a commencé à 0, donc ici j'aurai seulement T égale moins M fois V0. Vous voyez qu'il y a moins de deux côtés. Le signe va disparaître. Et puis nous restons avec la formule F fois T égale M fois V0. Et ici on peut trouver n'importe quoi. Si on demande la force, on peut tirer la force. Si on demande le temps, on peut trouver le temps. Si on demande la vitesse initiale, on peut trouver la vitesse initiale. Donc c'est la relation que nous pouvons obtenir facilement. Nous pouvons trouver la grandeur qu'on peut vous demander. Ça peut être la force de frottement, ça peut être le temps, ça peut être la masse, ça peut être la vitesse initiale. Donc voilà, nous avons appliqué à ce système cette formule. L'impulsion reçue égale à la variation de la quantité de mouvement. Et nous aboutissons à cette formule qui relie la force de freinage, la durée, la masse et la vitesse. Et selon les problèmes, on peut déterminer n'importe quelle grandeur. Voilà la première application que nous devons retenir sur la notion de quantité de mouvement et impulsion. Deuxième application. Je prends la deuxième application. Recul d'une arme à feu. Recul d'une arme à feu. Voilà. Lorsque vous tenez en main une arme et que vous tirez une balle, un projectile, l'obus, l'arme recule avec une vitesse faible. C'est ce que nous appelons recul. Donc, la vitesse avec laquelle l'arme recule. C'est ce que nous voulons déterminer dans cet exercice. En appliquant toujours ces notions que nous avons vues avec vous. Alors, ici, je vais exploiter quoi? La conservation de la quantité de mouvement. Nous avons vu que dans un système isolé, la quantité de mouvement ne varie pas, elle est constante. Alors, nous allons prendre l'arme et la balle comme étant un système isolé et on va exploiter la conservation de la quantité de mouvement. À l'état initial, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'arme et la balle qui est là, au repos, à l'intérieur. Voilà. L'arme, sa masse, j'appelle ça grand M. Et la balle, sa masse, c'est petit m. C'est normal parce que la balle est plus petite par rapport à l'arme. Alors, ça fait le temps initial. Tout est au repos. La balle est encore là, en repos, l'arme au repos. Tout étant au repos, la quantité de mouvement initial est égale à 0 parce qu'il n'y a pas la vitesse. La quantité de mouvement, c'est masse fois vitesse. Comme nous avons deux corps, masse 1 fois V1 plus M2 fois V2. Mais comme les deux corps sont au repos, la vitesse étant nulle, nous avons la quantité de mouvement qui vaut 0. Alors, quand on va tirer la balle, le système change. Nous allons voir ceci. Nous avons toujours notre balle, notre arme plutôt, qui a masse, la masse grand M, qui va reculer avec une vitesse, comme je l'ai dit, petit v, c'est une vitesse faible. Pendant que la balle est projetée, lancée vers l'avant, la balle sort, sa masse, on va plus sa vitesse, et la vitesse de la balle est élevée, elle est grande, la plus grande v. Vous voyez bien que les deux vitesses sont opposées. Nous prenons ça comme ça. Et on veut trouver la quantité des mouvements de ce système qui a deux corps. Il y a l'arme et il y a la balle. Et il faut tenir compte de chaque, le sens de chaque vitesse. Parce que c'est une somme algébrique. Ainsi, pour ce système-là, à cet état-là, la quantité de mouvements sera donnée par quoi? Pour la balle, la vitesse est dans le sens positif. Ça sera sa masse fois sa vitesse. Et pour l'arme, vous voyez bien que la vitesse est dans le sens négatif. La vitesse sera
Donc il y aura moins la masse de l'arme multipliée par la vitesse de l'arme. Nous avons appelé la vitesse. Voilà. Mais comme le système était isolé, il faut qu'il y ait conservation de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement que j'avais avant, la quantité de mouvement initiale, est égale à la quantité de mouvement finale. Je vais donc regarder, je le vois, je vais que 0 est égal à petit m fois grand V moins grand M fois petit v. J'ai une relation qui unit les deux vitesses. Je peux noter en faisant passer devant le côté, je vais avoir petit m fois grand V égale grand M fois petit v. Et si je fais les rapports, je vais avoir petit m sur grand M est égal à petit v sur grand V. Une relation importante. Une relation importante que j'obtiens en partant de la conservation de la quantité de mouvement. Vous voyez que les rapports de masse est égal au rapport de vitesse. On voit bien que les masses sont directement proportionnelles aux vitesses. Si j'avais commencé par, si j'ai inversé les deux membres, j'ai fait aussi écrire grand M sur petit m égale grand V sur petit v. Une relation importante. Dans un exercice, on peut vous donner 3 des 4 grandeurs et demander la quatrième. On peut vous demander la vitesse de recul, comme nous avons parlé de recul, petit v, qu'on peut déduire de cette formule-là. C'est très facile. Voilà. Ceci peut nous amener à faire un rapport à déterminer les rapports des énergies cinétiques. On peut vous demander de trouver les rapports des énergies cinétiques. Énergie cinétique de l'arme, que j'appelle le canon, sur l'énergie cinétique de la balle. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que je vais trouver? Nous sommes en mouvement de translation. L'énergie cinétique dans un mouvement de translation, c'est 1,5 mv carré. Ici, il s'agit du canon, donc de l'arme. Ça sera 1,5. La masse de l'arme, nous avons appelé ça grand M. Et sa vitesse, c'est petit v au carré. Pour la balle, 1,5, parce que nous sommes en translation, multiplié par la masse de la balle, nous avons appelé ça petit m. Et puis la vitesse, c'est grand V au carré. Voilà. Ces rapports-là, déjà 1,5 simplifie, donc on peut simplifier ça. Et je vois ici, grand M sur petit m, en me référant à ce que nous venons de voir ici, j'ai dit que si j'ai inversé grand M sur petit m, ça sera grand V sur petit v. Donc je peux remplacer les masses par les vitesses, et j'aurai donc grand M sur petit m, ça sera grand V sur petit v, fois petit v sur grand V au carré. Et on peut simplifier, comme vous voyez bien, là on simplifie, là aussi on simplifie. Nous trouvons donc que les rapports des énergies cinétiques EC canon sur EC de la balle sera donné par tout simplement, qu'est-ce qui reste là? On reste avec petit v sur grand V. Donc ça sera donné par les rapports de vitesse. Maintenant, en me référant à cette relation, je peux aussi remplacer le rapport de vitesse par le rapport de masse. Je peux aussi écrire petit m sur grand M. Donc si dans un exercice, vous connaissez les vitesses du canon et de la balle, vous pouvez faire les rapports de vitesse, vous trouvez les rapports de cinétique. Mais si vous connaissez les masses, vous pouvez aussi exploiter les rapports de masse pour trouver les rapports des énergies cinétiques. Donc EC arme, c'est ça le canon, sur EC balle, et ça donne petit v, vitesse du canon, sur grand V, vitesse de la balle. Ou bien petit m sur grand M, masse de l'arme, masse de la balle sur la masse du canon. Donc vous voyez bien que les vitesses et les masses, il y a un rapport inverse. Voilà la deuxième application que nous devons retenir sur la quantité de mouvement et l'impulsion. C'est ça notre deuxième application. Nous allons aborder la troisième application. La troisième application, c'est pour déterminer la force de propulsion d'une fusée. Lorsqu'on lance une fusée, on peut vous demander
de déterminer la force de propulsion. Donc, propulsion d'une fusée.